Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde est bien connecté et a le son et l'image. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Mon nom est Valérie Kraft, je suis la directrice de la Ligue suisse et j'ai le plaisir de vous accompagner pour ce webinaire ce soir. J'allais dire cet après-midi, mais on est plutôt en début de soirée. Comme vous l'avez déjà vu dans le programme, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Favre, qui est psychologue à la clinique romande de réadaptation de Sion et qui est une experte de la douleur. Ça fait plus de 20 ans qu'elle s'occupe de la prise en charge de patients avec la douleur. Donc, merci beaucoup, Christine, de nous faire cette conférence tout à l'heure. Avant de te passer la parole, j'aimerais juste vous donner quelques informations pratiques ou techniques. Votre micro est automatiquement muté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la parole. Votre caméra peut être allumée ou pas, ça c'est à vous de décider. Si elle est allumée, on peut vous voir, donc sachez simplement que vous êtes visible. Si vous voulez adresser des questions à Christine Favre, vous avez la possibilité de le faire par écrit. Vous avez tout en bas dans Zoom une fonction qui s'appelle chat où vous pouvez nous écrire votre question. Nous vous prions de poser des questions d'ordre le plus général possible pour que ce soit vraiment intéressant pour tout le monde, donc pas des questions trop personnelles. Vous avez peut-être vu en rentrant dans le meeting Zoom que c'est enregistré. Nous allons publier ce webinaire après sur notre site Internet, ce qui fait que si vous voulez le réécouter, vous aurez la possibilité ou vous avez des connaissances ou des personnes concernées que ça intéresse, vous pouvez leur dire que ça se trouve sur notre site Internet. Voilà, avant donc de passer la parole à Christine, encore 2 mots sur les activités de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Le thème de la douleur nous accompagne cette année et l'année prochaine. Nous avons beaucoup d'activités, notamment la semaine d'action qui a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines, mi-septembre, sur ce thème-là. Nous reviendrons également l'année prochaine, mais aussi des brochures et surtout, je vous invite à consulter notre site Internet où vous trouvez toujours les nouveautés, les nouveaux articles. Et à partir de cet automne, du mois de novembre, il y aura une nouvelle série de podcasts en français. Actuellement, ça n'existait qu'en allemand, mais nous avons le plaisir d'en avoir également en français à partir de cet automne. Voilà, donc maintenant, Christine, je te passe très volontiers la parole. Merci beaucoup de partager ton écran et à tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, d'accord. Parce que j'avais un signal qui n'y avait pas de micro. Alors, merci beaucoup Valérie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de partager un peu l'expérience que j'ai acquise au cours de ces années. J'espère que ça ira. Par Zoom, c'est un peu moins convivial. Alors, si jamais, faites-moi des signes si vous trouvez que je m'endors. Et puis faites-moi des signes que vous écoutez bien, enfin que vous suivez ou que vous n'êtes pas sûr de comprendre, que ça m'aide à m'adapter. Alors, vivre avec la douleur, c'est un thème dont je pense beaucoup d'entre vous, ben, c'est un peu votre condition. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de douleur, qui sont là ce soir, ou de personnes de professionnels qui s'occupent de de personnes qui ont des douleurs. Je ne sais pas pourquoi ça ne se déroule pas. Même si tu recliques, ah voilà, Ah voilà, maintenant maintenant, c'est bon. maintenant ça se déroule. Cette fois c'est bon. Alors, C'est quand bon. on parle de douleur, la douleur, c'est un phénomène extrêmement complexe. C'est ce qu'on sait aujourd'hui. Et on parle d'ailleurs d'une expérience de la douleur. C'est une expérience qui est difficile à décrire, difficile à faire comprendre à l'autre. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien.
difficile à décrire. On cherche des mots, on dit c'est comme un coup de couteau, c'est comme quelque chose qui tape, etc. Mais on n'arrive pas vraiment à exprimer cette expérience-là. Le fait qu'elle soit difficile à expliquer fait aussi que l'autre peut pas vraiment comprendre et on a le sentiment des fois de pas être bien compris, de pas être cru par les autres. Et on a aussi beaucoup de peine à se faire rassurer et à se sentir rassuré parce que justement, c'est très, très difficile à... Il se passe des choses bizarres, très difficile à expliquer, à décrire. La douleur, c'est une sensation physique, c'est la première chose qui nous vient en tête quand on parle de douleur. C'est vrai, bien sûr, mais c'est bien, bien plus que cela. La douleur, elle est indissociable. La sensation de la douleur est indissociable des émotions et des pensées. Dès qu'on a mal, on a une sensation, une émotion qui vient. Ça peut être oh non, c'est tellement pénible. Ça peut être de l'irritation. Enfin, il y a des émotions et il y a des pensées qui viennent en même temps, mais justement, c'est pénible. J'en peux plus, encore, j'aimerais avoir un jour de vacances, plus de douleur, etc. Donc, c'est des phénomènes qui vont vraiment ensemble maintenant dans la définition de la douleur qui est donnée par l'Association internationale de l'étude de la douleur. Et la douleur, quand elle devient chronique, aujourd'hui, on parle aussi plutôt de douleur persistante. Quand elle devient persistante, le poids des émotions et des pensées peut rendre la douleur encore plus difficile à supporter et plus pénible finalement. Alors, ce dont je vais parler, ça va être deux parties. Une partie où je parlerai des retentissements de la douleur et une partie où je parlerai des stratégies d'adaptation à la douleur ou un peu la boîte à outils antidouleur qu'on peut avoir. Les retentissements de la douleur. Les retentissements, ils sont multiples, ils concernent tous les domaines de la vie. Quand je demande aux patients, c'est pas rare d'entendre comme réponse, mais tout a changé dans ma vie. Même moi, j'ai changé. Donc vraiment des changements qui concernent toute la vie. Parce que la douleur, ben, elle nous change la vie. D'un côté, elle nous empêche de faire certaines choses qu'on aimerait et elle nous oblige à faire les choses autrement. Le fait d'être empêché de faire comme je veux, c'est souvent vécu comme faire comme avant. Mais faire quoi? Faire les loisirs, faire le travail, faire les activités domestiques, sortir, se promener, etc. Elle nous oblige à faire autrement, elle nous oblige à faire plus lentement, à faire moins longtemps, par exemple. Ce qui est très facile à dire, hein, finalement, mais il n'y a qu'à faire autrement. D'un côté, c'est vrai que c'est plein de bon sens, mais on sait très bien que c'est pas du tout facile à faire autrement, à changer nos habitudes de vie et notre style de vie. Parce que la douleur, elle nous oblige justement à faire autrement, mais elle nous oblige aussi des fois à renoncer. Et donc, il y a toute une série de pertes qu'on peut avoir lorsqu'on vit avec une douleur chronique. La douleur aussi, elle change la vie sociale, pas que la vie en général. Elle change la vie sociale en quantité et en qualité. Il y a beaucoup de personnes qui disent « mais je vois beaucoup moins les amis » parce que maintenant, j'arrive plus à suivre. Moi, j'avais des amis avec qui on allait faire des randonnées, etc. Maintenant, je peux plus aller avec eux. Donc, c'est tout un groupe que j'ai un peu perdu. Et je veux plus y aller parce que je veux pas les empêcher, je veux pas les embêter. Autre grande difficulté aussi par rapport aux relations sociales, ce que j'entends souvent, c'est que bon, j'ai plus tellement envie d'aller parce que dans le fond, moi, j'ai rien à raconter. Ma vie, elle est pas intéressante. J'ai rien à raconter. Je reste à la maison. Et puis, je veux pas non plus me plaindre tout le temps parce que ça, c'est juste insupportable. Alors, il y a d'autres choses encore qui sont très difficiles par rapport à la vie sociale. J'entends souvent les personnes me dire, mais moi, j'ai plus tellement envie de rencontrer des gens parce qu'ils vont me poser plein de questions.
Et moi, j'en ai marre de parler de ça. La situation, elle ne change pas. Toujours être en train de dire oui, j'ai mal, non, on ne sait toujours pas ce que c'est, etc. Ça devient vraiment pénible. C'est à chaque fois une blessure en plus. Il y a d'autres difficultés qui font que les gens voient moins les autres ou sortent moins des aspects que j'appelle pratico-pratiques. Par exemple, je ne peux pas rester assis très longtemps. Je peux rester une demi-heure, mais je ne peux pas aller manger du coup avec des gens au restaurant parce qu'on reste un peu plus d'une demi-heure dans un restaurant. Et le problème de ces difficultés-là, c'est que dans le fond, la douleur, si je ne peux pas rester assis plus de 30 minutes, elle va m'obliger à faire autrement. Et ce faire autrement va m'obliger à désobéir aux règles sociales, aux usages sociaux. Si je vais dans un restaurant pour manger, puis qu'après 30 minutes, eh ben, je dois me lever, je me mets debout derrière la chaise, je continue à discuter ou je vais me promener, c'est des choses qui... on ne fait pas ça normalement dans un restaurant. Donc, ça signifie, quand on veut faire des choses avec la douleur, qu'on apprenne à désobéir un petit peu aux règles et aux usages sociaux. Et il faut oser faire ça, c'est être confronté à la peur finalement aussi du regard de l'autre. La douleur fait aussi douter de soi. Ce qu'on entend très souvent, c'est « j'ai beaucoup moins confiance en moi depuis que j'ai ce problème de douleur. Je me sens nulle, je suis un mauvais père, une mauvaise mère, je ne me reconnais pas, mon caractère a changé. » Il y a donc une sorte de doute sur qui je suis, sur mon identité et aussi sur le sens de ma vie. Finalement, à quoi elle sert ma vie? Quel est le sens de ma vie? Comment on peut comprendre qu'une douleur, qui est à la fois une sensation physique, amène à de tels doutes? Il y a un très intéressant modèle qui a été développé par Morley qui explique les choses ainsi. Alors, vous êtes en train, supposons, vous êtes en train de préparer le repas et de couper les carottes. Et tout d'un coup, il y a la douleur qui vient. Aïe! Et donc, vous vous arrêtez parce qu'on s'interrompt quand on a mal. OK? Puis après, on recommence. Et la douleur, elle revient. Et je dois m'arrêter encore une fois. Et la douleur, elle revient. Et je dois m'arrêter encore une fois. Ça veut dire que finalement, la douleur qui nous interrompt beaucoup et souvent va finir par interférer sur la réalisation des objectifs que je peux avoir ou des activités. Ça veut dire que je n'arrive plus à faire les choses finalement parce que je suis toujours interrompue. Et le fait de plus pouvoir faire les choses, ça va aussi interférer sur ce qu'on appelle les rôles sociaux. On a tous des rôles sociaux de femmes, d'hommes, de parents, de collègues, d'amis. Et on a aussi notre identité qui sont liées à ces rôles sociaux. Par exemple, vous pouvez être le grand organisateur des soirées, vous pouvez être celui qui met l'ambiance dans les soirées, etc. Le fait d'avoir la douleur qui interrompt et qui interfère, ben ça va nous enlever un côté d'opportunité d'avoir notre place finalement dans notre monde social. Et donc, ça va impacter fortement sur notre sens de l'identité. Justement parce que c'est des interférences qui sont répétées. Et c'est un modèle que je trouve qui explique bien ce lien entre la douleur et le sentiment d'identité. Autre point, autre retentissement, la douleur rend la vie incertaine. On sait qu'avec la douleur, il y a énormément d'incertitudes. Incertitudes sur l'évolution de la santé, comment est-ce que ça va évoluer. Et puis maintenant, écoutez, maintenant je suis jeune, maintenant j'ai 40 ans, mais quand j'en aurai 80, comment ce sera? Quand j'en aurai 60, comment ce sera? Est-ce que ça va s'empirer, etc. Incertitude aussi de ce que va devenir ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir travailler, retravailler? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper des enfants, etc. Et dans cette incertitude, la douleur nous empêcher, et c'est terrible quand elle en arrive là, de nous empêcher de planifier ou de faire des projets pour le futur, même des projets
à court terme, même des projets pour la semaine prochaine, pour le mois prochain. J'entends souvent, et je trouve ça très, très touchant, des gens qui disent, mais non, je ne veux pas faire ce projet parce que je ne sais pas si je vais être bien ce jour-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller à cette fête ou bien pas. Donc, je préfère pas faire de projet. Et tous ces changements, évidemment, ça provoque beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors là, recherche montre effectivement que chez les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, il y a énormément d'émotions négatives. Il y a aussi des émotions positives, mais il y a plus d'émotions négatives. Et surtout, une autre chose qui a été mise en avant, c'est que durant la même journée, il y a beaucoup de variations dans les émotions. On passe plus vite de la colère à la tristesse, à l'anxiété, etc. Et si ça varie autant, ça veut dire qu'on va devoir déployer beaucoup, beaucoup de ressources pour arriver à gérer et à réguler ces émotions. Alors, quelles sont ces émotions? La douleur rend triste. On a vu avant qu'avec la douleur, il y a beaucoup de pertes par rapport à ce que je pouvais faire avant, que je ne peux plus faire. Et il y a en tous les cas aussi, il y a cette perte de la vie d'avant, qui fait qu'on entend souvent des choses, ben, j'ai perdu tout ce que j'aimais, je me sens comme une vieille, je me sens inutile, ma vie n'a plus de sens. La douleur aussi, ça fait souci, parce que justement, on a vu, il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement de questions qui n'ont pas de réponse, qu'on est anxieux. C'est qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne vais jamais pouvoir retravailler, qu'est-ce qui arrivera à ma famille, etc. Et la médecine, des fois, n'a pas vraiment d'explication à cette douleur chronique. Donc, il y a cette incertitude des fois, mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé aussi quelque chose? La douleur fait peur parce que la douleur est avant tout un système d'alerte. Elle nous menace. Donc, la sensation de douleur, c'est quand on est menacé va nous menacer dans notre intégrité physique. Et du coup, quand on se sent menacé, on va tout faire pour se protéger, pour faire attention. Ça peut être, par exemple, justement, je vais pas tellement sortir, je vais plus aller me promener dans cet endroit-là parce que finalement, c'est pas très large. Et puis, si j'ai une douleur et que je vais être déséquilibrée, je vais risquer de tomber et de me faire mal, etc. Ou alors, j'ai pas tellement envie d'aller faire les courses un samedi au centre-ville parce qu'il y a tellement de monde, je risque d'être bousculée et ça va augmenter les douleurs et je risque de tomber, etc. Et si je force trop aussi, ça c'est une autre peur qu'on entend souvent, si je force trop, je risque d'aggraver les choses et d'aggraver le problème. Donc il y a cette peur. La peur, c'est la peur des mouvements qui font mal. La peur d'avoir plus de douleur que ce que j'ai déjà et la peur de se blesser qu'on retrouve quand même très fréquemment. Et la douleur encore, elle nous met en colère. Il y a tellement de raisons d'être en colère quand on souffre de douleur tous les jours. Dans la colère, il y a différentes choses. Il y a le côté frustration. Je commence à faire quelque chose et la douleur m'interrompt. J'arrive pas. Et on entend souvent alors là des phrases comme je suis plus capable, je suis pas capable, j'arrive plus. Il y a un autre type de colère qui est la colère liée à l'injustice, au manque de reconnaissance, au manque de respect. Les médecins ne trouvent pas ce que j'ai. Ils ne me croient pas, ils me laissent tomber. Pourquoi ça m'arrive à moi, ces problèmes-là? J'ai rien fait de mal dans la vie et puis ça m'arrive à moi. Pourquoi? C'est vraiment injuste. Donc, il y a énormément de colère. Pire encore, la douleur peut nous rendre honteux et coupables. Honteux de quoi? Honteux d'être handicapé, d'être devenu ce que je suis devenue, honteux de ne servir à plus rien, honteux de devoir demander de l'aide aux autres, alors que moi j'ai plutôt l'habitude de me débrouiller seule. Honteux aussi des fois
de devenir agressif parce qu'on sait que la douleur, ça nous rend très irritables. Et quand on est irritable, eh bien, on est plus sensible et on a des réactions parfois qui sont un peu plus impulsives et qui sont plus agressives. Et après, on se sent très malheureux, très honteux d'avoir agi ainsi. Et la douleur, même quand il y a des émotions positives, la douleur, elle vient gâcher la gaieté, elle vient gâcher le plaisir. Même quand on est là, que tout va bien, on rigole, on est très content, et tout d'un coup, il y a cette douleur qui vient, qui nous rappelle un peu à l'autre. Donc, jamais vraiment le bonheur, rien que le bonheur. Il y a toujours le bonheur et un peu de négatif avec la douleur. Et finalement, la douleur, ça épuise. Alors ça, je pense que vous le savez bien, et moi je l'entends très souvent, c'est épuisant parce que la douleur, elle sollicite fortement les ressources adaptatives. Et surtout, elle demande un effort continuel. Combien de patients j'ai entendu dire, mais j'aimerais avoir une journée de congé, une semaine de congé, de plus avoir mal pendant un moment. C'est vraiment pénible de devoir tout le temps essayer de gérer ces douleurs. Un des risques avec la douleur, c'est d'être pris dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, on est par exemple là, on a la douleur, on a des pensées qui viennent. Ma vie a totalement changé, je ne suis plus capable de faire comme avant, je suis devenue inutile, les autres ne me comprennent pas, les médecins ne trouvent pas de solution, etc. Et ces pensées-là sont accompagnées en général par des émotions qui sont des émotions négatives qu'on a vues, qui peuvent être la tristesse, qui peuvent être la colère, etc. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ces moments-là? Eh bien, on a plutôt envie de se retirer, de rester chez soi, de ne pas faire les choses, ou alors un des autres aspects, c'est de se focaliser sur les sensations douloureuses et de voir si elles vont bouger un peu, si elles ne vont pas finalement partir. Et quand je suis dans ce cercle, finalement, avec ces pensées, ces émotions, ce comportement, eh bien là, la douleur, peut-être que d'un point de vue qualitatif ou d'un point de vue quantitatif, la douleur en tant que telle ne change pas, mais probablement j'aurai plus de peine à la supporter. Donc, si j'ai des douleurs, que j'ai ces pensées-là, ce type d'émotion, et si je ne fais rien, je me retire un petit peu, je vais rester dans ce cercle vicieux qui n'aide pas à supporter la douleur. J'espère que ça, c'est assez compréhensible. Pour autant, là, je vous ai dressé un portrait très, très noir des personnes qui vivent avec des douleurs, mais pour autant, on n'est pas impuissant. Le tableau n'est pas toujours aussi noir, ou du moins pas forcément aussi noir, parce que chacun va s'adapter, va essayer de faire comme il peut pour garder une certaine qualité de vie, et chacun va développer un peu sa boîte à outils antidouleur. Et on sait, je vais juste regarder, oui, et on sait que le bien-être, par exemple, si on parle de qualité de vie, dans le bien-être, ce que montre la recherche, c'est que il y a une grande part qui est liée au côté génétique, qui est liée aux circonstances de vie, et il y a le 40% qui peut dépendre de nous, donc de ce qu'on peut faire. Et donc, ça laisse une certaine marge de manœuvre pour, disons, développer, trouver des stratégies d'adaptation pour améliorer la qualité de vie. Alors, ce qu'on sait aussi, ce que montre la recherche, c'est que ceux qui vivent le mieux sont ceux qui arrivent à se protéger des pensées catastrophisantes ou démoralisantes, comme je vous ai donné tout plein d'exemples. Sont ceux aussi qui savent se distraire et qui arrivent à moins se focaliser sur la douleur. Sont ceux aussi qui savent faire autrement. Même si c'est du bon sens, c'est pas facile. Mais ceux qui savent le faire, qui arrivent mieux à le faire, eh bien vont mieux. Sont ceux aussi qui savent savourer
les émotions positives et ceux qui ont trouvé des moyens pour soulager un petit peu la douleur. Et ça, c'est un mot qui est très difficile, mais ce qui ressort, c'est ceux qui vivent le mieux sont ceux aussi qui arrivent à accepter mieux que la vie a changé. Alors, je vais reprendre chacun de ces points, ou du moins la plupart, se protéger des pensées. Donc, on a ces pensées qui viennent, je suis incapable, je ne sers à rien, etc. Alors, une des règles pour se protéger des pensées, c'est qu'il ne faut pas les croire. Il ne faut pas les croire telles quelles. Elles disent, et c'est ça qui est particulièrement difficile avec la douleur chronique, c'est que ces pensées, elles ne sont pas entièrement fausses. Le fait que je suis plus tellement capable de faire, c'est pas faux. Je suis limitée, je fais plus comme je pouvais faire avant. Mais par contre, de dire je ne suis plus capable de rien, ça, c'est fortement exagéré. Donc, quand on a des pensées qui ont des mots comme rien, jamais, tout, ces mots très, très absolus, eh bien, on peut tout de suite se dire là, stop là, il ne faut pas les croire, ces pensées. Il faut réfléchir, il faut les remettre un petit peu en question. Et j'utilise cette métaphore du verre à moitié vide, à moitié plein, non pas dans le sens il n'y a qu'à penser positif, parce que il n'y a qu'à, d'abord, ça ne marche pas très bien, et puis ce n'est pas une histoire de pensée positive. Mais j'utilise ce verre parce que j'entends souvent des personnes qui me disent, eh ben voilà, écoutez, c'est vraiment affreux, j'arrive plus rien à faire, j'ai invité ma famille dimanche pour le repas, eh bien, j'arrive plus à faire, plus rien. Et puis quand on commence à discuter, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte avec la patiente qu'elle avait fait. Elle avait tout préparé la salade, elle avait tout préparé les légumes, elle avait préparé la viande. La seule chose qu'elle n'avait pas réussi à faire, c'était le dessert. Et donc c'est quelque chose d'assez typique quand la pensée, elle devient « je suis plus capable de rien », ça veut dire que l'accent, il est mis sur la partie, sur ce que j'ai pas fait. Donc, ce verre à moitié vide, mais je ne vois que, je n'éclaire que ce que j'ai pas fait. Alors que si on essaye de chercher ce qui est à moitié plein, ce que j'ai fait, eh bien, elle a pu voir que finalement, elle avait fait beaucoup de choses pour ce repas. Et que c'est quand même pas tout à fait vrai ce qu'elle nous dit, cette pensée-là. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à ces pensées et de ne pas les croire et de ne pas entrer dans le cercle là où elles peuvent nous amener ces pensées négatives. Il y a une collègue française d'Osseto, elle parlait, elle disait il faut se construire un bouclier cognitif pour ne pas se laisser avoir et puis pas plonger dans ces pensées. On les a, ce sont des pensées totalement automatiques, on ne peut rien faire, elles viennent, ça c'est une chose, mais après, de se protéger, ça veut dire attends, je réfléchis, je nuance, je remets en question ce que la pensée me dit pour élargir un petit peu la réalité et pour casser un peu le cercle vicieux. Ceux qui savent se distraire c'est quoi? Se distraire, c'est pas alors essayer d'oublier, parce qu'on n'oublie pas la douleur, d'autant plus qu'elle se manifeste. Mais se distraire, c'est trouver une façon de s'occuper l'esprit à quelque chose de précis. Donc, c'est vraiment un effort attentionnel, un effort de mettre l'attention sur autre chose que sur la douleur. Et ça permet de se désengager un petit peu de la douleur. Parce que quand on a mal, notre attention, elle est captée par la douleur. Ça, c'est une réaction normale, qu'on soit des personnes qui avons des douleurs chroniques ou des personnes qui n'ont pas de douleur chronique. La douleur, elle capte notre attention. Et si on arrive à se désengager de la douleur par ces moments de distraction, ça nous donne des moments plus tranquilles finalement, plus faciles. Alors, cela dit, de nouveau, c'est pas facile, c'est un effort qu'il faut faire et qu'il faut faire régulièrement. Ce qu'on sait quand même, c'est que c'est plus facile de se distraire si on choisit quelque chose qu'on aime bien. Si vous décidez que vous avez mal et que vous décidez de remplir votre déclaration d'impôt,
c'est peut-être pas sûr que ça va être très distractif et puis en tous les cas, ça va pas être très amusant non plus. Donc, de choisir plutôt quelque chose qu'on aime. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les activités ludiques nous aident beaucoup. Donc, les personnes qui aiment faire des sudoku, qui aiment faire des puzzles, d'ailleurs, sachez que faire des puzzles, c'est très, très bien dans la mesure où ça fait travailler beaucoup notre cerveau. Ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler la représentation spatiale, ça fait travailler le raisonnement. Donc, c'est une activité qui nous prend en général beaucoup et qui nous aide à maintenir nos compétences un peu cognitives parce qu'on sait aussi qu'avec la douleur, eh bien, on a de moins bonnes capacités de mémoire, on a des moins bonnes capacités d'attention, on a des moins bonnes capacités de résolution de problèmes. Donc, de faire des choses qui nous permettent aussi d'entretenir, de maintenir, de faire travailler ces compétences-là, c'est important. Donc, je disais, plutôt une activité qu'on aime, plutôt des activités ludiques, ça c'est très bien. Et puis, surtout, utiliser la distraction quand les douleurs ne sont pas trop intenses. Si vous avez des douleurs à 9 sur 10, la distraction, ça ne marche pas. La chose qui marche à ce moment-là, c'est plutôt le repos. Mais c'est trop difficile, c'est un trop grand effort si les douleurs sont trop intenses. Et ce serait dommage parce que ça veut dire de ne pas utiliser la distraction quand elle marche. La distraction marche des fois, mais pas tout le temps. L'autre problème avec la distraction, quand on a des douleurs, c'est que l'effet de la distraction, il dure pas longtemps. Et puis, on n'arrive pas quand on a mal, on n'arrive pas à rester concentré vraiment pendant un bon moment. Alors moi, j'entends souvent plutôt des remarques comme ça marche pas. Mais quand de nouveau on regarde ensemble ce qui s'est passé, ben on voit que ça marche, mais un petit moment. Et finalement, on peut aussi se dire, est-ce que c'est mieux d'avoir ces petits moments où je suis un peu mieux, même s'ils ne marchent pas bien, que de ne pas les avoir et de rester dans le cercle vicieux. Apprendre à faire autrement, donc je disais, ceux qui arrivent mieux à faire autrement, finalement, ils ont une meilleure qualité de vie. Alors, faire autrement, c'est quoi? C'est apprendre à découper les tâches. Hein. Par exemple, vous aimez faire du jardinage, eh bien, pas faire tout la même journée, mais un jour, je vais m'occuper du petit carré des pommes de terre, le lendemain, je m'occuperai de celui des carottes, etc. De faire les choses en découpant. C'est pas facile de découper les tâches quand on n'a pas l'habitude, mais ça vaut la peine. Faire autrement, c'est aussi apprendre à équilibrer, à faire des choses, mais à s'octroyer des pauses. Et puis alors là, il y a une chose que j'ai apprise aussi, c'est que on a un réflexe normalement quand on fait des pauses, hein, on s'active pendant 2 heures et puis on fait une pause de 5 minutes. Quand on a des douleurs, ça ne va pas, ça. Quand on a des douleurs, il faut, le rapport que j'ai vu, c'est plutôt, je fais une demi-heure d'activité, j'ai besoin d'1 heure pour récupérer, laisser redescendre un petit peu la douleur. Donc, équilibrer activité et pause, mais surtout faire des pauses suffisamment longues pour pouvoir récupérer un petit peu. Faire autrement, c'est aussi apprendre à planifier mieux la semaine, à planifier de faire de pas faire, disons surtout, des activités qui provoquent beaucoup de douleur toutes le même jour, mais de faire, eh bien, par exemple, si vous avez des douleurs de dos, le repassage, l'aspirateur, c'est quelque chose de très délicat parce que ça fait monter les douleurs très vite. Donc, il ne faut pas faire le ménage en faisant l'aspirateur, en récurrent, et puis après en faisant 1 heure de voiture l'après-midi pour aller quelque part. Là, ça sollicite beaucoup trop. Donc, arriver à mieux planifier les activités dans la semaine. Et puis, faire autrement, c'est aussi réapprendre à faire des projets en prenant le risque de devoir renoncer au dernier moment. Ce que je disais tout à l'heure, on a des fois pas envie parce qu'on dit je sais pas. Mais finalement, si on arrive à prendre des projets et qu'on est d'accord sur le fait que bon, peut-être je pourrais y aller, peut-être pas, c'est plus facile, ça permet quand même d'avoir plus de gratification.
savourer les émotions positives. Alors ça, c'est quelque chose qui, finalement, est quelque part tout simple, mais quelque chose qu'on oublie de faire. Ce que la recherche a montré, c'est que si on peut être conscient, déjà devenir conscient des petites choses qui nous font du bien. Hein? Vous ouvrez la fenêtre le matin et vous voyez dans le parc, il y a un arbre qui est magnifique. Juste être conscient et savourer ce petit moment, cette émotion liée au plaisir, au bien-être, même si c'est quelque chose de fugace. Et toutes ces petites choses qui font du bien, si on arrive à les repérer, et elles peuvent nous rappeler aussi des bons souvenirs. Vous voyez, je demande aux patients des fois de prendre, maintenant qu'on a tous des smartphones avec un appareil photo, d'aller prendre des photos de quelque chose qui fait du bien. Et vraiment, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui revient en disant, j'ai pris une photo de cet arbre, je le trouvais juste magnifique. Et puis, il m'a rappelé tellement quand j'étais petite, quand j'allais chez ma grand-mère à la campagne, etc. Donc, à la fois, il peut y avoir des émotions aussi positives qui viennent des souvenirs, des bons souvenirs. Et ce qu'on a remarqué, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est que c'est pas l'intensité des émotions positives qui compte, c'est la fréquence. Donc, plus on arrive à repérer des petites choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qu'on arrive à noter ça, plus on a ça fréquemment, bien mieux on peut être sur le plan de la qualité. Développer des moyens pour soulager la douleur. Alors là, vraiment, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez comme solution, comme idée qui vous aide, il faut l'avoir. Le mieux, c'est d'avoir une quantité d'outils. Alors, pour certains, il y a le chaud, le froid, il y a les étirements, il y a les massages, il y a les médicaments. Il peut y avoir les aimants. Certaines personnes, ça marche, ça leur fait du bien. Sur le plan plus psychologique, on parle de la relaxation, on parle de l'hypnose, on parle de la méditation. C'est tout des choses qui peuvent aider à soulager, mais à nouveau, c'est soulager un moment la douleur et pas forcément très très longtemps. C'est ça un des problèmes avec la douleur, c'est qu'on n'a pas de solution finalement qui permettent de soulager pendant longtemps, pendant plusieurs jours, la douleur revient. À nouveau, ce qu'il faut savoir par rapport à la relaxation, par exemple, c'est que ça marche bien, la relaxation. Chacun va trouver ses moyens de se relaxer. Il y a ceux qui me disent, alors moi, simplement, je m'assieds, je mets de la musique, et puis j'écoute la musique, et puis je me détends, etc. Il y a la relaxation faite plus comme technique, où on travaille beaucoup sur la respiration, essayer de respirer plus lentement, de ralentir le rythme de la respiration, qui peut bien marcher. Il y a la relaxation où on peut essayer d'imaginer des images, de visualiser soit des bons souvenirs, soit des endroits où on est bien, etc. Il y a ces différentes façons de faire, mais ça marche pas si les douleurs sont trop élevées. C'est comme la distraction. Si vous avez des douleurs à 9 sur 10, la relaxation, c'est vraiment trop difficile. Accepter. Alors ça, c'est un mot toujours très, très délicat qui peut être très mal vécu parce que très souvent, quand on dit accepter, on a le sentiment qu'on doit se résigner. Et en fait, accepter, c'est tout le contraire. Accepter, c'est une grande lutte que la personne doit faire, mais c'est un peu de sortir de la lutte contre la douleur, mais lutter pour garder sa vie, garder des choses intéressantes, etc. Et en fait, c'est accepter quoi? Ça, c'est en tous les cas pas accepter la douleur. Ça, c'est difficile de justifier qu'on doit accepter la douleur, mais c'est accepter les changements qui sont là, les changements qui sont obligés à cause de la douleur. Et quand on parle d'acceptation en psychologie, on parle de accepter ce que je ne peux pas changer.
Si je peux changer, je change. Si vous avez votre chauffage qui est en panne, vous allez appeler le chauffagiste. Ça, on peut changer, on peut faire quelque chose et vous n'allez pas accepter la situation comme elle est. Par contre, si je ne peux pas changer quelque chose, eh ben, une des pistes que j'ai, c'est de justement l'accepter. J'ai une patiente qui m'a dit, qui au début avait beaucoup de peine, qui a des douleurs terribles et qui au début a beaucoup de peine et puis qui m'a dit non, maintenant ça suffit. J'ai envie de rester bien dans ma tête. Et là, j'ai fait un pas qui est différent et j'arrive à accepter. Et maintenant, je lutte pour, finalement. Je lutte pour passer le mieux possible ma vie avec ma famille, etc. Et je sors un peu de cette lutte contre la douleur. Alors voilà, qu'est-ce que j'entends dans le... Alors là, je n'arrive pas à lire parce que j'ai vos... Alors, j'ai mis beaucoup de choses de côté, énormément, mais je vis mieux. Et c'est plus facile à supporter les douleurs, surtout les jours où elles sont trop fortes. Autre témoignage, maintenant j'arrive à me dire, voilà, je fais ce que je peux aujourd'hui. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave, demain est un autre jour. Ou encore, je fais des sacs, celui des bons jours et celui des mauvais. Et malgré les douleurs, il y en a plus dans celui des bons jours. Les mauvais jours, je les prends comme des jours de congé où je peux lâcher prise sans me culpabiliser ni me sentir inutile. On voit vraiment le travail de ces personnes qui arrivent à raisonner ainsi et à être mieux justement parce qu'elles arrivent à lâcher prise dans le fond. Donc, en conclusion, la douleur, elle bouleverse la vie. Elle bouleverse aussi qui nous sommes. Et vivre avec la douleur, c'est un réel défi qui nous demande de nous adapter constamment, qui nous demande d'être flexible constamment pour pouvoir reconstruire une vie qui a du sens. C'est probablement pour moi la chose la plus importante, c'est que on arrive à garder du sens à notre vie. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça a été malgré la distance. Merci mille fois, Christine, pour cette présentation très claire et surtout ces conseils très pratiques et très difficiles, mais compréhensibles à mettre en œuvre. J'ai aucune question dans le chat, donc je pense que tout était très, très clair. Vous avez quand même l'occasion encore de poser des questions, donc vous cliquez sur la fonction chat au bas de l'écran et vous pouvez l'écrire. Moi, j'aurais une question qui préoccupe peut-être les gens qui ont un travail, qui sont actifs dans la vie professionnelle. Que faire au travail? En parler, pas en parler? Comment gérer une situation professionnelle? Alors, je dirais comme toujours, comme c'est des questions excellentes, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de réponse qui soit la bonne réponse. Je pense qu'il y a le côté, d'abord au travail, oui, mais à qui on en parle? Est-ce qu'on parle au chef parce que quand même, il faut qu'ils comprennent, par exemple, que je dois me lever régulièrement, ou à mes collègues, j'aimerais juste qu'ils comprennent que quand je me lève, c'est pas pour rien faire, etc. C'est pour de bonnes raisons. D'un autre côté, trop en parler, trop dire, on risque aussi on a ces peurs-là de perdre un peu de crédit en tant que professionnel. Donc, c'est vraiment pour moi à évaluer plusieurs choses, à évaluer comment j'arrive à gérer les choses sans en parler. Est-ce que c'est très visible? Est-ce que c'est pas forcément très visible? Ou alors, si c'est pas possible, comment je peux en parler? À qui je vais en parler? Mais c'est aussi, parler ne veut pas dire raconter la vie. Et ça, c'est une chose qui est souvent difficile. Mais de pouvoir avoir une ou deux phrases, de pouvoir dire, voilà, j'ai des problèmes de douleur qui m'obligent à changer de position ou à me lever de temps en temps ou à demander une chaise qui est plutôt comme ça, etc.
Mais c'est une bonne question et c'est une question pas facile. On sait, selon les... il y a eu une très, très grande étude européenne sur la douleur chronique et ce qui ressort, c'est que la moitié des personnes qui continuent à travailler ont dû adapter leur poste de travail. Donc, il y a un parler, quelque chose dont des fois on est obligé de dire certaines choses pour pouvoir adapter le poste de travail. Mhm. Et après, il y a aussi la façon d'en parler qui compte beaucoup. Je pense que ça mériterait un webinaire, un deuxième webinaire Oui. sur ce thème pour développer des stratégies et comment en parler à qui, pour pas trop se focaliser non plus sur la douleur. C'est ce qu'on veut pas, justement. Oui, c'est ce qu'on veut pas. Il y a une question qui nous est posée, c'est qu'en est-il de la fibromyalgie? Donc, les douleurs qui sont liées au diagnostic de la fibromyalgie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses là. Alors, c'est des douleurs qui sont très pénibles, mais elles sont aussi très pénibles parce qu'il y a un côté de maladie qui est contesté. Donc, il y a probablement un côté de jugement social qu'on peut sentir très fortement avec la fibromyalgie. Pour certains, c'est une maladie, pour d'autres, c'est pas vraiment une maladie. Enfin, on ne sait pas. Toujours est-il que les personnes ont mal, ça, on peut en être sûr. Et c'est vrai que de nouveau, c'est très difficile et je peux comprendre le désarroi des personnes qui en souffrent parce que faire comprendre à l'autre que je peux avoir un jour euh, mal au genou, un jour plutôt au dos ou etc., que je suis mieux certaines fois en marchant, en étant actif que plutôt en restant tranquille, c'est extrêmement difficile. Et là, je pense que tous les outils dont on a parlé, ça vaut la peine de trouver des façons de les appliquer. Mais c'est une maladie très, très dure. Mais là aussi, chaque personne concernée doit développer sa propre stratégie aussi pour, De toute façon. et au quotidien, disons. Les stratégies Mhm. varient probablement aussi en fonction de la gravité des symptômes. Absolument, absolument. On a une autre question qui concerne plutôt les douleurs liées au Bechterew. Et la question, c'est de savoir où trouver de la bonne littérature, des sources pour la prise en charge ou pour. Bon, il y a la Société suisse de Bechterew qui est aussi une des Mhm. associations membres de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Mais peut-être que Oui. toi, tu as encore d'autres sources. Alors, moi, je me base sur je me base sur, si on parle de stratégie, si on parle de médicaments, c'est autre chose. Là, il faut voir avec, moi, je suis psychologue, donc je sais pas ces choses-là. Mais là, il faut voir avec le médecin, vraiment le spécialiste de cette pathologie. Par contre, après, quand on parle des outils, pour gérer la douleur, finalement, les outils sont un peu toujours les mêmes. On va les Mhm, appliquer un peu peut-être différemment parce que voilà, on a plutôt mal là ou là, mais au niveau des outils et des façons de soulager la douleur, je pense que ça se... Moi, j'ai parlé, oui, alors là, il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais qui est important, hein. Je parle surtout, dans mon expérience, c'est avec des douleurs musculo-squelettiques, c'est pas des douleurs liées à des cancers. Où là, il y a d'autres types d'enjeux, parce qu'il y a un enjeu vital, donc c'est quand même très différent. Mais en même temps, je pense que c'est très différent, et en même temps, en termes de stratégie, d'outils antidouleur, on tourne un peu autour de ces outils-là. mhm, mhm. Donc vraiment la collaboration avec le médecin Oui, traitant pour c'est avoir vraiment. une stratégie, Ouais. disons, complète pour la prise en charge. Oui. On a, Et vraiment, l'idée, on sait que c'est des maladies qui tombent un peu comme ça. Donc, de Mhm, pouvoir être vraiment bien en confiance avec le médecin mhm, pour mhm, passer les caps où c'est plus difficile, puis il y a les moments mhm, où ça va un peu mieux. mhm. On a une question très intéressante. Est-ce que la douleur, c'est une maladie indépendante, individuelle, ou est-ce que c'est un syndrome, ou est-ce que c'est un symptôme peut-être aussi justement de différentes autres maladies? Alors ça, c'est une super bonne question. Je ne suis probablement pas très, très bien placée pour y répondre, mais ce que je peux dire, c'est que c'est en tous les cas un symptôme.
de différentes maladies. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'en médecine, je sais pas, je pense pas que la douleur soit une maladie. Non, la douleur n'est pas une maladie, mais très clairement, la douleur peut devenir un problème très important, voire peut-être le problème central par moment. Mais c'est pas une maladie en tant que telle. C'est-à-dire surtout quand c'est... Non, non, vas-y. Aussi, dans l'étude, j'étais partie pour dire ça et puis après, j'ai oublié. En médecine, si on regarde l'histoire de la médecine, on a commencé à s'intéresser à la douleur seulement très, très tardivement, dans les années 1970. La définition de l'association internationale, je crois qu'elle vient de 87. Donc, c'est très, très tardivement qu'on s'est intéressé vraiment à la douleur en tant que telle. Qu'est-ce qu'on peut connaître des mécanismes de la douleur? Qu'est-ce qu'on peut connaître de la façon dont traiter la douleur, etc. Mais avant, on le considérait plutôt comme un symptôme de différentes maladies. Ou alors quand on parle de douleur aiguë ou de douleur chronique. Quand ça devient plutôt chronique, ça peut peut-être devenir une maladie en tant que telle. Alors pour moi, ça devient un problème. Ou bien un plus problème. qu'une maladie. Ça devient un problème. Ça devient vraiment un problème. C'est vrai. Et on a encore une question concernant les effets bénéfiques. La Ligue suisse est bien placée pour le penser, pour le dire, de l'activité physique. Comme quoi, ça n'avait pas été mentionné. Est-ce que vous en pensez, ce que tu en pensais? Alors, je pense que c'est effectivement fondamental. Je ne l'ai pas mentionné, je l'ai mentionné sur le faire autrement. Mais effectivement, l'activité physique, on le sait aujourd'hui, c'est quand même c'est un des outils très importants. L'histoire, c'est qu'il faut savoir doser. C'est-à-dire pas trop faire, parce que si on force trop, après on fait trop augmenter les douleurs et on aura besoin de trop de temps, pas rien faire, ça sert à rien. Il y a plusieurs bonnes raisons qui font que l'activité est bénéfique. Il y a le fait que si on est actif, ça veut dire on continue à entretenir nos articulations, on continue à entretenir un peu nos muscles, donc on les garde un petit peu souples, et des muscles souples ou des articulations qui ont l'habitude d'éroder, elles sont moins douloureuses que si elles deviennent rigides. Donc pour ça, ça vaut la peine. L'autre grande raison, c'est que quand on fait de l'activité, notre corps produit des endorphines. Et l'endorphine, c'est cette hormone qui est la morphine qu'on sécrète nous-mêmes. Et donc, à un moment donné, le fait d'avoir une sécrétion d'endorphine, ça permet de calmer un petit peu la douleur. Donc oui, l'activité, c'est fondamental. Mais à nouveau, vraiment trouver le bon dosage. Ça, donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, plutôt pas 2 heures d'exercice et 5 minutes de pause, mais plutôt une demi-heure pour 1 heure, en tout cas au début, ouais, peut-être. C'est attribué à la... Je ne sais pas si vous avez été confronté à ça. Moi, au début, je trouvais toujours... Les médecins, les physios, ils disent, mais faites selon la douleur. Alors, ils ont entièrement raison. Mais c'est quoi selon la douleur? Comment je sais? Et une des choses qu'on a développées à la clinique, c'est effectivement de se dire, je fais le rapport entre la durée de l'activité et le temps que j'ai besoin pour récupérer. Et si ce rapport, il reste dans 30 minutes, 1 heure à 2 heures, c'est souvent des bons rapports. Si par contre, je fais une demi-heure d'activité que j'ai besoin de 4 jours pour récupérer, c'est pas du tout un bon rapport. Et c'est ça qu'il faut essayer de construire. Donc, vraiment essayer de bien doser et de bien se connaître aussi pour oui. Il y a autre chose que j'ai pas dit, si je peux encore ajouter, mais je trouve toujours très intéressant. Si on arrive justement à bien se connaître et puis à savoir, quand j'ai ce type de douleur-là, que je considère comme des douleurs, mettons, faibles, eh bien, je peux faire plutôt ce type d'activité. Quand j'ai des douleurs qui sont supportables, mais quand même pénibles, eh bien, je fais plutôt ce type d'activité. Et quand j'ai des douleurs qui sont très, très fortes, insupportables, là, je me repose ou je fais un massage, etc. Et ça permet quand même aussi de réguler les activités et la douleur.
La Ligue suisse a publié une brochure qui existe toujours, qui s'appelle « À chacun son sport », où vraiment on essaye d'amener le lecteur, la lectrice à définir ce qu'elle peut faire et donc à proposer des sports qui sont adaptés aussi en fonction de la situation. On a encore une dernière question qui est très concrète, très pratique. Que penses-tu des bains de soufre? Est-il vraiment contre la douleur? Alors, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je sais pas. D'accord. Je ne peux vraiment pas répondre. C'est quelque chose que je ne sais pas. Je sais que les bains thermaux aident un peu, mais voilà. Je pense que de toute façon, il n'y a aucun outil qui permet de résoudre le problème, que si faire des bains de soufre, ça vous soulage, faites-le. Sauf si le médecin vous dit c'est très contre-indiqué. Alors là, il faut quand même faire attention. Mais sinon, ce qui aide, il faut le faire. Exactement. Il faut trouver ce qui peut aider et puis ça, il faut le faire. Ouais. Et puis, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas que moi, j'habite le Valais. Donc, en Valais, il y a aussi beaucoup cette habitude des secrets. Mais si ça aide, c'est juste parfait. D'accord. Alors, encore une dernière question. Une question qui concerne si la douleur se double d'une forte fatigue, ce que vous évoquez est-il aussi applicable? Donc vraiment ces deux situations de douleur et de forte fatigue. Oui, alors là, je pense qu'effectivement, c'est applicable. C'est d'autant plus important de doser parce qu'on sait que la douleur, ça épuise, c'est vrai. On sait aussi que dans la fatigue, il y a toujours deux aspects. Pour aider à faire avec la fatigue, il faut se reposer, c'est vrai, mais il faut être actif. Ça, c'est vrai aussi. Donc, c'est vraiment arriver à trouver, à bien planifier, arriver à trouver un bon dosage. Mais il y a tellement de bonnes raisons d'avoir ces sensations de fatigue et ce sentiment de fatigue quand on a des douleurs chroniques. Ça, c'est sûr. Merci mille fois, Christine Fabre. C'était vraiment très intéressant, très pratique aussi. Et je pense que chaque personne qui a écouté à ce webinaire peut peut-être en retirer vraiment des choses qu'elle peut mettre en œuvre pour améliorer la situation. Merci à vous tous d'avoir participé. Avant de conclure ce webinaire, nous avons préparé une petite enquête, vraiment juste une question. Est-ce que ça vous a plu ou pas? Ça va être affiché. Vous pouvez y répondre maintenant et on va tout de suite vous afficher le résultat. Aïe! D'accord. C'est bien. Et je pense que c'est vrai que vous n'avez rien appris de nouveau parce que dans le fond, vous êtes quand même les personnes qui connaissaient les mieux et la douleur et les outils. Donc, effectivement, je pense que ça met un peu des mots sur des choses que vous connaissez déjà et que vous faites. Ou ça motive aussi à vraiment essayer par des petites étapes à trouver des choses qui nous font plaisir et qui nous permettent d'oublier un petit peu ou de soulager un petit peu la douleur. Tout à fait. Merci mille fois. Donc, juste, je vous rappelle que l'enregistrement sera disponible sur le site de la Ligue suisse à partir de demain, je pense. Et que si vous avez des commentaires ou des choses à nous dire, vous pouvez nous envoyer un email sur info@reumaliga.ch. Donc, nous recevrons volontiers vos commentaires. Merci mille fois, Christine, d'avoir fait ça par Zoom, ce qui n'est pas toujours évident de regarder dans un écran. Et merci à vous tous d'avoir participé. Bonne soirée et à bientôt. Nous ferons certainement l'année prochaine de nouveau des webinaires aussi en français. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.